Bien, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de une autre série poétique de J.N. Donc, après avoir vu au cours précédent comment J.N. avait porté à de nouvelles dimensions une pratique poétique qui s'était instituée au Japon dès la fin du IXe siècle avec Oe no Chisato, donc on en a parlé, donc qui consistait à transposer des vers chinois du grand poète chinois Po Chuyi du IXe siècle, Hakurakuten en japonais, on l'appelle Hakkyoi ou bien Hakurakuten. Et alors que Oe no Chisato, et c'est ça le point important, on était resté à une démarche purement poétique, malgré les nombreux éléments bouddhiques de la poésie de Rakuten, J.N. enchâsse sa propre transposition poétique dans un cadre bouddhique clairement défini. Tout d'abord en considérant dans sa postface sino-japonaise que Po Chuyi Hakurakuten était le corps de transformation, le Keshin du Bouddha Manjushri, dont on peut dire donc qu'il est synonyme de la sagesse, de la Chie propre au Bouddha. Les poèmes chinois du Hakushi Monju, n'est-ce pas, donc de l'anthologie, du recueil complet de Po Chuyi qui est passé au Japon, deviennent dans une telle perspective, s'il faut bien prendre les choses au pied de la lettre, deviennent vraiment paroles de Bouddha, Butsugo. Idée qui explique que la dernière rubrique de la centurie de J.N. soit intitulée Homon, c'est-à-dire texte de loi, texte scripturaire, appellation le plus souvent réservée aux poèmes faits sur des citations d'écriture canonique bouddhique. Nous avons vu comment l'acte de passage en japonais est justifié et revalorisé par la citation de Po Chuyi sur les propos fous et paroles spécieuses, Kyogen Kigyo, n'est-ce pas, ce sont des choses Kigo ou Kigyo, que nous connaissons bien, qui doivent être retournées. Là, je vous invite à repenser à ce terme, n'est-ce pas, Honzu, n'est-ce pas, ou Hirugaesu, pour devenir occasion de louer le véhicule de Bouddha. Dans le cas précis de la centurie sur Hakurakuten, ce retournement est bel et bien la transposition du chinois en japonais. Et si nous considérons les autres activités poétiques de J.N. portant sur le Sutra du Lotus, mais suivant le même procédé littéraire, il est clair que pour lui, à cette époque finale de sa vie, n'oubliez pas que tout ça se joue entre 1218 et 1221 et qu'il est mort en 1225, traduire la poésie chinoise et traduire les écritures bouddhiques relève de la même démarche. Comme nous l'avons vu, l'ouvrage catalyseur de cette évolution n'est autre que le Wakan Roeishu, les poèmes japonais et chinois dignes d'être récités, psalmodiés, qui datent de 1013 à peu près. Des indices très précis ont démontré que c'est à cette œuvre que se réfère J.N., et le lien est concrétisé par la citation sur les Kyogen Kigyo. Je ne reviens pas dessus. Cette centurie est présentée par J.N. comme un horaku, une offrande de loi destinée au Kitano Tenjin, c'est pas le sanctuaire de Kyoto, de Tenjin, de Michizane. Ce qui illustre bien sûr une autre de ses idées fondamentales, idée qui est certes bien loin de lui être particulière, celle du Honji Suijaku, n'est-ce pas, des bases fondamentales et des traces descendues, les bases fondamentales foncières étant les Bouddhas, les traces descendues étant les divinités japonaises. C'est quelque chose qui va encore bien sûr nous arrêter aujourd'hui. Nous avons vu aussi le rôle de cette idée dans ce qu'il faut bien appeler ses idées politiques, et notamment sur ses conceptions concernant la légitimité impériale. De la même façon que Po Chuyi se trouve inclus par lui dans ce que l'on pourrait appeler l'idéologie bouddhique, la mythologie japonaise est aussi légitimée en définitive par sa réécriture bouddhique et son insertion dans les représentations ésotériques. C'est ce qui est très important, évidemment, tout ça, la sauce, si l'on peut dire, de ce syncrétisme, c'est la doctrine ésotérique. Il est bien sûr à peine besoin de souligner ici que la dédicace de la centurie de Po Chuyi au sanctuaire de Kitano Tenjin est éminemment significative. Personne n'ignore que sous ce nom, depuis 959, était vénérée la personne divinisée de l'illustre poète sino-japonais Sugawara no Michizane, mort en 903, qui était aussi l'un des auteurs japonais les mieux représentés dans le Wakan Roeishu, justement, sans compter qu'il était la divinité tutélaire des lettrés et des poètes. Nous voyons donc à quel point cette centurie sur Po Chuyi est un condensé parfaitement cohérent de la vision culturelle de J.N.,
dans laquelle se fondent poésie chinoise et japonaise, culture chinoise et bouddhisme, bouddhisme et religion japonaise. Nous allons voir aujourd'hui cette vision unificatrice se déployer autour d'un autre thème, dans une autre centurie. Nous l'avons déjà dit, Jien semble éprouver une véritable prédilection pour la forme de la centurie poétique, prédilection que nous pouvons tenter d'expliquer de façon assez simple, et ce qui ne concerne pas seulement Jien. Nous avons en effet plusieurs fois remarqué que les recueils poétiques japonais, divisés en rubriques, permettaient au compilateur une liberté considérable d'expression de sa propre sensibilité en combinant ensemble les poèmes des autres, et que les grandes anthologies impériales, et singulièrement le Shinko Kinshu, n'est-ce pas, qui nous concerne, qui est de cette époque, ces anthologies impériales étaient remarquables pour l'habileté avec laquelle elles pouvaient présenter une véritable narration, une narration hypertextuelle pour ainsi dire. Il ne conviendrait pas de limiter cette possibilité à la seule expression d'une aventure amoureuse, voire à des épisodes politiques, ainsi que j'ai pu le suggérer naguère à propos de Dokyo dans ce même recueil. Dokyo, donc ce moine du VIIe siècle qui avait failli devenir empereur, n'est-ce pas, en devenant l'amant de l'impératrice Shotoku. Ce n'est pas Shotoku Taishi. Jien, nous le savons bien, où nous l'avons redécouvert à l'occasion des textes présentés dans ce cours, n'est pas seulement un poète, mais c'est aussi un moine et un scoliaste, dont les préoccupations doctrinales affleurent dans le plus grand nombre de ses œuvres. La centurie constitue donc l'une des plus petites unités poétiques cohérentes permettant justement de mettre en œuvre cette dynamique démonstrative dont Jien a besoin pour faire de ses poèmes non seulement des morceaux littéraires, mais aussi de véritables petits traités poético-bouddhiques ou poético-bouddho-politiques. C'est précisément le cas avec la centurie que nous survolerons aujourd'hui. Comme tout ce que fait Jien, elle est intéressante, voire passionnante à plus d'un titre. On pourrait aussi trouver comme plus petite unité poétique cohérente permettant une démonstration ce qu'on appelle le Hokkei Nijuhappon Waka ou Nijuhappon Wakashu, c'est-à-dire des poèmes consacrés à une série donc de 28 ou 30 poèmes consacrés à à chacun des 28 chapitres du Sutra du Lotus et au Sutra d'ouverture et de fermeture, c'est ce qui fait 30. C'est une pratique qui a commencé à la fin du IXe siècle et qui, d'une certaine façon, préfigure, à mon sens, ces centuries poétiques. C'est-à-dire que de 30, on est passé toujours sur le même thème à 100, et avec ce chiffre de 100, on a pu suivre les rubriques des grandes anthologies d'autrefois. C'est un chiffre minimum pour arriver à faire les 4 saisons, les séparations, et à finir après avec les rubriques sur les dieux et les Bouddhas, n'est-ce pas, les Jingika et les Shakyōka. Le rapport entre ces deux genres me semble à approfondir. Alors, cette centurie que nous allons voir aujourd'hui, nous l'appellerons par son titre usuel de Naniwa Hyakushu, n'est-ce pas, les 100 poèmes de Naniwa. Naniwa étant bien évidemment l'ancien nom de la ville donc, qui a précédé Osaka, et aussi Naniwa no Ura, etc., la baie d'Osaka, Tsunokuni no Naniwa, n'est-ce pas, Naniwa qui est dans le pays de Tsu, c'est-à-dire de Setsu, c'est un toponyme poétique, un uta makura très fréquent, et bien sûr utilisé très souvent par Jien. Alors, les commentateurs soulignent que d'après ce que l'on va voir de la préface, mais ce n'est pas propre vraiment à cette centurie, je ne sais pas si nous aurons le temps de revenir là-dessus, que ces poèmes sont des Sokue-ka ou Sokue no Uta. C'est-à-dire, alors on traduit souvent, j'ai vu que certains traduisaient par poème improvisé, waka improvisé, mais tous les waka japonais sont improvisés d'une certaine façon. On dit, en principe, n'est-ce pas, lorsqu'on va à Uta-Awase ou lorsque l'on va à une réunion poétique pour contempler la lune, on ne prépare pas son poème. Enfin, je vous parle de la représentation, n'est-ce pas. On ne prépare pas son poème dans un carnet. Et normalement, le poème doit être fait
sur place. Donc, plutôt que poème improvisé, il faut bien penser que sumiyaka, que soku veut dire sumiyaka, ce sont des poèmes, et comme souvent au Japon, il n'y a pas de poèmes solitaires, n'est-ce pas, en particulier pour les haïkus, mais même pour les waka, c'est toujours une série de poèmes. Et soku e eka veut dire des poèmes composés rapidement. C'est-à-dire que on fait une sorte de composition automatique à la suite des autres. Et si l'on voit, si l'on se réfère à certains textes de JN où il donne quelques précisions sur la façon dont il a composé ses poèmes, on voit que parfois une centurie peut être composée en quelques jours lors d'une retraite, ou, comme c'est le cas ici, de façon très rapide, peut-être sur une journée ou quelques journées. Et en ce cas, elles sont donc, c'est la rapidité de composition qui est ici en œuvre, et non pas le caractère improvisé. Alors nous avons choisi cette centurie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour la date de sa composition. Elle est datée du premier mois de la 7e année de l'ère Kempo, qui correspond à la première année de l'ère Jokyu, Jokyu no Ran, n'est-ce pas, dont nous avons déjà parlé, la guerre, les troubles de l'ère Jokyu. Donc là, c'est la première année de Jokyu, c'est 1219. Elle appartient donc à l'année suivant la centurie sur Hakurakuten, sur Pochuyi, que nous avons vu aux deux cours précédents. Il est donc intéressant de voir successivement deux recueils de la fin de la vie de Jien qui ont l'un comme l'autre un important contenu symbolique et qui nous renseignent sur le fond de sa pensée bouddhique. La date de composition est aussi remarquable pour une autre coïncidence ou synchronisme. Elle est en effet datée du premier mois de Jokyu, Ichigatsu, qui correspond plus ou moins au mois de février de 1219. Et c'est quelques jours, mais vraiment quelques jours, très littéralement une quinzaine de jours, avant l'assassinat tragique de Minamoto no Sanetomo, dont nous avons parlé la dernière fois, n'est-ce pas, le troisième shogun de Kamakura, le troisième et dernier shogun Minamoto de Kamakura, et assassinat perpétré par le propre cousin de Sanetomo, Kugyo, qui était âgé de 19 ans et qui fut lui-même tué aussitôt après dans la journée. Donc, ainsi commençait une période de grande instabilité qui allait culminer avec la tentative malheureuse de l'empereur Go-Toba de restaurer le pouvoir impérial contre les Hojo qui avaient supplanté les Minamoto à l'occasion de ces assassinats. Donc les Jokyu no Ran, n'est-ce pas, les troubles de Jokyu, la période Jokyu, allaient s'achever en 1221 par l'exil des trois empereurs retirés, n'est-ce pas, les trois empereurs qui ont plus ou moins trempé dans la tentative de restauration du pouvoir impérial, l'empereur Go-Toba et ses deux fils Tsuchimikado et Juntoku, et la venue au trône de Go-Horikawa, qui est le neveu de Go-Toba. Alors, la distance est grande entre Naniwa et Kamakura, donc entre Osaka et Kamakura, mais on ne peut écarter l'idée d'un lien entre les deux événements, c'est-à-dire que les choses allaient très mal à Kamakura. Jien en était très inquiet et il a pris du recul des deux capitales, n'est-ce pas? Il était certainement au courant, enfin, il pouvait être au courant du ressentiment à l'égard de Sanetomo de la part de Kugyo, puisque Sanetomo était considéré comme une créature des Hojo. Et Kugyo lui-même, n'est-ce pas, était le fils adoptif de Sanetomo, et donc, c'est-à-dire qui était son oncle, mais le père de Kugyo, Minamoto no Yoriie, avait été assassiné sur l'ordre de Hojo Tokimasa, n'est-ce pas, qui avait installé Sanetomo à sa place. Donc vous voyez, il y a une situation tout à fait shakespearienne dans
dans cette histoire. Alors, si l'on en croit le Gukansho, sur lequel nous reviendrons dans les derniers cours, donc le traité d'histoire de Jien, au chapitre 6, où il va parler de cette histoire dramatique, Jien laisse entendre, mais avec évidemment le recul post-eventum, n'est-ce pas, qu'il connaissait les pensées que ruminait Kugyo. Évidemment, on n'est pas obligé de le croire. En même temps, c'est quelqu'un, en tant que grand moine, grand prélat du Tendai, il avait des oreilles partout, n'est-ce pas, Jigokumimi, comme on dit en japonais, et il était certainement au courant de tout cela, d'autant plus que bon nombre d'historiens estiment que Kugyo a vraiment été manipulé, n'est-ce pas, dans l'histoire par les Hojo. Donc, il se peut qu'il y ait eu des choses que Jien était au courant et qu'il soit allé donc de façon très symbolique au sanctuaire de Naniwa, duquel nous allons reparler tout de suite. Parce que en dehors de la date de la composition de ce Naniwa Hyakushu, de cette centurie de Naniwa, ce qui doit nous arrêter dans le choix que nous avons fait est son thème ou son prétexte. Elle est en effet consacrée, cette centurie, à un temple qui occupe une place tout à fait particulière dans l'histoire du bouddhisme japonais. Il s'agit du temple des 4 rois célestes ou des 4 rois divins, n'est-ce pas, Shiten no Ji. N'oubliez pas que Ten veut dire à la fois le ciel, mais c'est la traduction en sino-japonais du mot sanskrit Deva, le dieu, n'est-ce pas. Alors, rien n'empêche de le traduire par l'un ou l'autre comme vous le voulez. Et ça serait le premier temple officiellement établi au Japon. Évidemment, on connaît le Horyoji, le Hikaru Gadera, n'est-ce pas, qui a été fondé aussi par le même personnage dont nous allons reparler tout de suite. Mais ce serait le premier temple officiel qui est établi au moment des péripéties qui ont entouré qui ont entouré les débuts du bouddhisme au Japon. Alors évidemment, je ne peux pas parler de ça, ça nous ferait une digression trop importante, n'est-ce pas? Mais vous souvenez que je vais le redire aussi tout à l'heure, tout cela est profondément remis en question. Mais après tout, ce qui importe, c'est de savoir ce que Jien croyait à son époque, n'est-ce pas? Donc nous pouvons faire fond sur la doxa officielle historique qui va tout à fait correspondre à ce sur quoi Jien va réfléchir. Et nous verrons dans le Gukansho aussi que c'est bien comme ça qu'il entend les choses. Donc, vous savez que le bouddhisme étant arrivé vers la moitié du VIe siècle, en provenance de l'état coréen de Kudara, n'est-ce pas, l'avant-dernière ligne, Pekche, je vous donne l'une des nombreuses possibilités, la plus facile à prononcer en français, la romanisation de Pekche, n'est-ce pas, de Kudara, par le roi envoyé à l'empereur Kimmé par le roi Sangmyong, n'est-ce pas, Seimei du royaume bouddhique, du royaume coréen de Kudara, et il y a eu une cinquantaine d'années, disons, une cinquantaine d'années de tergiversation pour savoir si on allait adopter ou non cette doctrine, cette religion venue de l'Occident. Dans la lettre qui accompagne l'offrande, le cadeau du roi Sangmyong à l'empereur Kimmé, il est bien dit que non seulement le bouddhisme est une doctrine, une religion tout à fait digne de confiance, mais que c'est en plus en quelque sorte la dernière mode. C'est ce qui est arrivé en Chine récemment. C'est présenté vraiment comme une espèce de modernité. Alors, il va y avoir pendant quelques dizaines d'années de grands conflits qui vont, je résume bien sûr, qui vont se dessiner autour de 2 ou 3 clans principaux. Le clan des Soga, des Soga, avec des protagonistes que nous voyons ici, n'est-ce pas, Soga no Koma, Iname, Umako, et de l'autre côté, le clan des Mononobe, alliés aux Nakatomi,
et dont le personnage principal que nous allons voir, c'est Mononobe no Moriya, qui était donc des partisans de l'ancienne religion, de la vénération des kami japonais, et qui trouvaient incompatible le vénérer les kami occidentaux, comme parfois les kami étrangers, comme le Bouddha et les bodhisattvas étaient parfois appelés. C'était une insulte à la religion des ancêtres, n'est-ce pas? Et alors, une fois que l'empereur Kinmei avait accepté le bouddhisme, vous savez qu'une épidémie s'est déclenchée. L'épidémie a été considérée comme une malédiction, un tatali des dieux, et à ce moment-là, Mononobe no Moriya a fait peut être considéré comme un sacrilège. Il a pris les offrandes, les objets bouddhiques, les statues, les sutras, il les a brûlés et jetés précisément dans la baie de Naniwa, n'est-ce pas? Ce qui a déclenché une série de tout cela avec la bénédiction de l'empereur Bidatsu, n'est-ce pas? Mais tout cela a fait l'objet donc d'un conflit très intense, dans lequel a pris part le personnage principal de cette centurie, Shotoku Taishi, le prince Shotoku, sur lequel nous allons revenir. Et c'est en 587, donc lors de la bataille décisive entre les Mononobe et les Nakatomi d'un côté contre les Soga allant l'emporter bien sûr, donc de cette bataille de 587 que le temple du Shiten-no-ji aurait été édifié par Shotoku Taishi pour demander la victoire du bouddhisme, n'est-ce pas? Et en même temps, donc c'est après la victoire de Soga no Umako sur les Mononobe no Moriya, la dignité, la légitimité de ce temple aurait été confirmée, puisque après alors évidemment, je suis obligé de simplifier, il y a beaucoup trop de personnages dans cette histoire, n'est-ce pas? Vous voyez que nous avons ici la lutte a éclaté après la mort de l'empereur Yome, qui était le père de Shotoku Taishi, et c'est Suiko, qui était la fille de Kinmei, mais aussi issue du clan des Soga, n'est-ce pas? Nous sommes très, très, très proches évidemment du pouvoir central avec les Soga. Et n'oubliez pas que les Soga, comme l'un des protagonistes s'appelle Soga no Koma, n'est-ce pas, le père de Iname et le grand-père de Umako, Koma, comme vous le voyez, ça veut dire Corée, n'est-ce pas? C'est le nom Korai, la Corée. Donc les Soga étaient certes très proches de l'un des royaumes coréens qui se divisaient partageaient la péninsule à l'époque. Donc finalement, après la mort de Bidatsu, c'est l'impératrice Suiko, donc une Soga, qui prend le pouvoir en 593, et elle va régner jusqu'à 628, mais c'est le Shotoku Taishi, donc le fils de l'empereur Yome, qui deviendra une sorte de régent. Bon, c'est résumé très, très rapidement, donc, qui est le neveu de Suiko, donc c'est le neveu de Suiko, et il va devenir le régent jusqu'à sa mort en 622. Alors, évidemment, les quatre rois divins, pourquoi les quatre rois divins? Ce n'est pas pris au hasard, c'est parce que ce sont dans le sutra, le Kongo Myokyo, n'est-ce pas, dont je vous donne le nom en troisième, n'est-ce pas ici, c'est-à-dire le Suvarna Prabhasottama Sutra, le sutra de l'éclat doré, de l'éclat de l'or, qui est l'un des sutras qui s'est répandu de façon indépendante. Nous avons déjà parlé du fait que les sutras bouddhiques sont dans un canon, un Daisokyo, mais quelques sutras ont évolué de façon indépendante, et singulièrement, bien sûr, le Sutra du Lotus. Mais le Konko Myokyo, n'est-ce pas, ne confondez pas avec le Kongo Kyo, qui est la Vajracchedika.
le Konkokyo, lui, est un sutra en quelque sorte d'état. Et il s'est répandu parce que dans un des chapitres de ce sutra, on promet à tout souverain qui protégera la loi bouddhique que son règne, que son royaume sera à son tour protégé par les Bouddhas. Alors évidemment, cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd lorsque ce sutra s'est transmis en Extrême-Orient, et pratiquement tous les pouvoirs impériaux, royaux, l'ont repris à leur compte. Et même, c'est très intéressant de voir que, par exemple, dans le monde mongol, sous le nom de Altangerel, n'est-ce pas, ce sutra a eu une très grande diffusion dans toute la zone culturelle mongole. Et alors, nous voyons bien ici le pourquoi de ce choix, n'est-ce pas? Il s'agit de protéger le souverain qui protégera le bouddhisme, donc c'est un temple votif. Bon, je ne reviens pas, je vous donne ici la liste des quatre rois divins, des rois célestes, qui sont censés, dans la mythologie indienne, protéger chacun l'un des orients, des quatre orients du mont Sumeru, de Shumisen, donc qui est au centre du monde, de notre monde. Évidemment, vous connaissez tous le Tamonten, n'est-ce pas, Bishamonten, qui est le gardien du Sud, qui est celui des quatre qui a eu une existence plus ou moins indépendante. Alors, évidemment, là aussi c'est une petite digression, mais je ne peux pas ne pas la faire, il est intéressant de voir que, vous vous souvenez, j'avais parlé de l'initiative de Go-Toba, qui avait été très bien décrite dans le livre de Michel Vieillard-Baron sur ce sujet, de créer près du Shorein à Kyoto un Shiten-no-ji, Saisho Shiten-no-ji, qui est aussi connu sous le nom de Shiten-no-in, n'est-ce pas? Et pour bien préciser, pour le différencier de celui d'Osaka, de Naniwa, on le faisait précéder de Saisho, c'est-à-dire souverain, supérieur, qui est dans le titre même du Konko Myokyo, n'est-ce pas? Et on a l'impression que presque 20 ans après, l'attention que Jien accorde au Shiten-no-ji de Naniwa est une sorte de réparation, n'est-ce pas, de retournement, presque d'acte de contrition pour ce qu'il a fait dans ce qui apparaît à partir de cette époque comme vraiment un geste de dissidence de la part de Go-Toba. Et nous voyons les dernières années de sa vie sont consacrées à des activités qui ont le Shiten-no-ji de Naniwa pour centre. Par exemple, la réfection, la restauration du Edo, n'est-ce pas, la salle des fresques que l'on peut voir encore aujourd'hui, bien que tout cela est considérablement refait, puisqu'il ne reste pratiquement rien du Shiten-no-ji dans le temple que nous avons actuellement à Osaka. Et il avait aussi, dans cette salle des peintures, fait des séries de poèmes en chinois et en japonais sur les 9 catégories de renaissance en la terre pure. Évidemment, cette idée de terre pure est très importante, et cela nous amène à un autre aspect important du Shiten-no-ji de Naniwa, en tant que haut lieu de la croyance en la terre pure, dont nous avions déjà souligné l'importance de la lignée de Jien au Shorein. Et, excusez-moi, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais n'oubliez pas que Jien est aussi Betto, c'est-à-dire l'intendant monastique du Shiten-no-ji. Vous savez qu'il était vraiment présent partout à l'époque, il est couvert de dignité et d'honneur, et entre autres, il est Betto, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le temple et la cour du Shiten-no-ji, ce qui n'est pas rien. Il a été nommé ainsi, et à l'époque, il l'est encore. Il a été nommé plusieurs fois il a eu plusieurs mandats, et à l'époque, il l'est justement. Donc, c'est très important de ce point de vue, et il était très fréquenté par la noblesse et les poètes de l'époque de Heian, pour une raison tout à fait
simple, n'est-ce pas? Enfin, pour une raison qui était assez connue. La face ouest du Shiten-no-ji, la face ouest, donnait sur la baie de Naniwa, n'est-ce pas? Sur la baie d'Osaka. Et elle était considérée, cette porte ouest du temple du Shiten-no-ji, comme un lieu privilégié pour se livrer à la contemplation du disque solaire au couchant, ce qu'on appelle le Nissōkan, n'est-ce pas, qui est l'un des 16 modes de contemplation de la terre pure, décrits dans l'un des sutras amidistes les trois grands sutras, n'est-ce pas, le Kanmuryo-jukyo, le sutra de contemplation de l'âge infini. Et nous en avons ici une illustration encore actuelle, n'est-ce pas? La porte ouest du Shiten-no-ji est considérée comme faisant face à la porte est, à la porte orientale de la terre pure du Bouddha Amida. N'est-ce pas? Et quand le soir, au soleil couchant, nous voyons le soleil passer par cette porte, ce soleil est en réalité une sorte d'aperçu lointain de la terre pure de Bouddha, du Bouddha Amida. Ce qui a fait non seulement donner lieu à bien sûr des poèmes importants, mais aussi au fait que, par exemple, vous savez qu'il est très important dans le bouddhisme de la terre pure de mourir en bonne pensée, n'est-ce pas, de mourir en ayant des pensées non pas de terreur, de peur, d'angoisse, mais d'aspiration à la renaissance, à Hojo, n'est-ce pas, la renaissance dans la terre pure. Il y a plusieurs textes très, très célèbres qui décrivent cela. Et justement, il y a des gens qui se sont jetés dans la baie de Naniwa à cet endroit pour renaître directement. Il n'y avait qu'à traverser l'eau, n'est-ce pas, pour rentrer à la terre pure. Et nous allons voir que quelques poèmes de J.N. feront allusion à cette idée. Mais bien évidemment, le thème central de cette centurie, par-delà le temple des 4 rois divins, n'est autre que la personne de son fondateur, que je viens de vous nommer, n'est-ce pas? Du moins tel que la tradition l'a institué, le prince héritier Shotoku, c'est-à-dire Shotoku Taishi, qui est né alors il y a 572 ou 574 et mort en 622, qui est l'une des grandes figures fondatrices, et c'est comme ça qu'il va être traité ici, du pouvoir impérial japonais. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas seulement le pouvoir impérial. Et de façon d'autant plus paradoxale, comme symbole du pouvoir japonais, qu'il ne fut jamais empereur, mais occupa seulement les fonctions de régent auprès de l'impératrice Suiko. Alors, évidemment, là, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas revenir, mais ce personnage central du bouddhisme japonais, de l'histoire même du bouddhisme japonais, a été, depuis la fin de la guerre, vous savez que la croyance en Shotoku Taishi, même dans le Japon shintoïste officiel d'avant-guerre, était un acte de foi obligatoire, n'est-ce pas? Et depuis la fin de la guerre, on a pu exposer de façon plus systématique ce qui avait déjà été fait auparavant, c'est-à-dire on a questionné l'authenticité des données que nous avions sur lui. Et cela a donné naissance à non seulement toute une littérature, mais aussi un débat réel, qui fait qu'il ne reste plus grand-chose de ce qu'on peut dire de véritable sur Shotoku Taishi. Mais en même temps, ce débat a tourné dans un sens qui nous paraît parfois un peu absurde. Alors, il a été lancé par le professeur Oyama Seiichi, n'est-ce pas, dans son livre Shotoku Taishi no Danjo, qui date de 1999. Je vous donne ici quelques
deux articles en anglais de Yoshida Kazuhiko qui remet beaucoup de choses en question, et une mise au point faite par notre ami et collègue Ishihiko Ose, n'est-ce pas, dont vous voyez le ton humoristique qui lui convient très bien. En fin de compte, ce débat, pour le résumer d'un mot, ce serait Shotoku Taishi n'existe pas, mais le personnage qui a porté son nom, Shotoku Taishi, qui est un nom postérieur, n'est-ce pas, c'est-à-dire Umayado no Toyotomimi ou Umayado no Miko, aurait existé. Alors, ça devient un peu absurde, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas existé en tant que personnage légendaire, mais il aurait existé en tant que personnage historique, si vous voulez. Même les plus radicaux, me semble-t-il, des opposants à l'existence de Shotoku Taishi, disent oui, mais on peut quand même penser que sa lignée est réelle, donc sa lignée impériale, que la fondation de l'Ikaru Gadera, n'est-ce pas, donc le Horyuji, était réelle, et qu'il a eu aussi un rôle dans le bouddhisme, ce qui fait beaucoup de choses. En même temps, ce qui nous intéresse ici, comme je vous l'ai dit, c'est la personnalité telle qu'elle était affirmée à l'époque de Jien. Alors, qu'avons-nous à ce moment-là de Shotoku Taishi? C'est évidemment le grand fondateur du bouddhisme et du pouvoir impérial japonais, en particulier par la rédaction de ce que vous connaissez tous, le Jushijo Kempo, n'est-ce pas, la constitution en 17 articles qui aurait été présentée par Shotoku Taishi à l'impératrice Suiko. Constitution dont on fait une sorte de constitution bouddhique. Or, on ne parle pratiquement pas du bouddhisme dans cette constitution. Il y a juste à l'article 2 une mention qui est faite, elle était promulguée en 604. Il y a juste une mention qui est faite des trois trésors. Mais enfin bon. Donc, alors, pour ce que Shotoku Taishi représentait à l'époque de Jien, on a d'abord, on le connaît comme l'auteur de cette constitution, des trois commentaires scripturaires sur le Sutra du Lotus, le Sutra de Vimalakirti et le Sutra de Srimala Devi, n'est-ce pas, le Hokekyo, le Yuimagyo et le Shomangyo, qui est conception implantée depuis la moitié du 8e siècle. Ce qui fait qu'il est très probable que l'action des moines chinois qui sont arrivés avec Ganjin en 754, vous savez, pour l'inauguration du Todaiji, et qui ont mené à la fondation du Tosho Daiji, ils étaient venus, Ganjin et son équipe, si j'ose dire, étaient venus à l'invitation du pouvoir de Nara pour établir une véritable lignée fondée sur la discipline monastique, le Vinaya bouddhique, puisque jusqu'auparavant, rien n'était. Il n'y a pas eu de moines ordonnés régulièrement au Japon jusqu'au milieu du 8e siècle. Je ne reviens pas là-dessus. Et alors, évidemment, l'attribution à Shotoku Taishi lui-même de ces trois commentaires a été battue en brèche par une série de savants, à commencer par Fukui Kojun. On sait bien qu'il n'en est pas l'auteur et que ce sont même des textes qui sont venus du continent. Mais il est sûr que le moine Setuo, n'est-ce pas, le moine chinois Setuo, Shitaku, que je vous mets ici en première ligne, a eu un grand rôle dans la position spéciale de Shotoku Taishi à l'intérieur du bouddhisme et de l'histoire japonaise. Puisque c'est dans une biographie dont je vous donne le titre ici, n'est-ce pas, le Joguko Taishi Bosatsuden, faite à l'instigation de Shitaku, que l'on donne que l'on présente Shotoku comme le produit d'une série de réincarnations prestigieuses, et en particulier, il aurait été la réincarnation du moine chinois Huisi, c'est-à-dire Eshi, du VIe siècle,
qui est le maître de Tendai Daishi, de Zhiyi Qiyi, le troisième patriarche du Tendai, Huesu Eshi étant le deuxième patriarche, et donc Shotoku Taishi n'aurait été rien moins que la réincarnation au Japon de Eshi, c'est-à-dire du maître de Tendai Daishi, n'est-ce pas? Vous voyez le coup de publicité que cela fait, n'est-ce pas? Puisque il est à la fois fondateur du Tendai et maître du grand moine fondateur de la doctrine Tendai. Et en plus, dans cette biographie, il y a le célèbre épisode de la méditation de Shotoku Taishi faite à l'intérieur du pavillon du rêve, Yumedono, du Horyuji, de ce qui est devenu le Horyuji, qui aurait permis au prince Shotoku, nous allons voir que le vol, la faculté de voler ou de se déplacer très loin est fréquente dans ces représentations, il aurait permis de retourner en Chine, reprendre possession du propre exemplaire du Sutra du Lotus de Huesu et de le rapporter au Japon. Ce qui explique les divergences, je ne reviens pas là-dessus, les divergences de transmission du Sutra du Lotus au Japon et en Chine, la version japonaise étant en quelque sorte plus légitime que la chinoise, puisqu'elle remonte directement à Huesu. Et on sait que le moine Saicho, n'est-ce pas, le fondateur du Tendai japonais, au début du IXe siècle, avait une dévotion toute particulière à l'égard de Shotoku Taishi. Et même, pour en rajouter encore, Kukai, n'est-ce pas, le grand fondateur de l'ésotérisme japonais, a été considéré comme une renaissance, une réincarnation du prince Shotoku. Alors, si on se rappelle que dès l'école Tiantai chinoise, en Chine même, on soutenait dans les biographies traditionnelles que Huesu et Zhiyi, le deuxième et troisième patriarche, donc les grands fondateurs, avaient personnellement entendu le Bouddha Shakyamuni prêcher le Sutra du Lotus au Saint Mont des Aigles, grâce à leur méditation. Il s'ensuit donc directement que le prince Shotoku était lui-même témoin de cette transmission. Et on peut facilement se représenter la force de cet argument légendaire pour assurer une légitimité particulière au sutra au Japon. Et là encore, j'anticipe un peu sur le Gukansho, n'est-ce pas, le traité historique de Jien, mais au troisième livre du Gukansho, il dit, Jien, que le prince Shotoku est le corps d'émanation, le Keshin, encore une fois, du Bodhisattva Avalokiteshvara, c'est-à-dire de Kannon Bosatsu, ce qui n'est pas rien. Et on se rappelle qu'il avait utilisé le même procédé, le même terme de Keshin pour expliquer la relation de Pochuyi avec le Bodhisattva Manjushri. Donc c'est un procédé qui lui est familier. Et nous voyons donc qu'au terme de cette cascade de renaissance et d'avatar, le prince Shotoku est à la fois réincarnation de Huesu et émanation de Kannon, ce qui en fait un garant, tout ce qu'il y a de plus digne de confiance, de la légitimité du bouddhisme japonais. Bien plus d'ailleurs que dans la rédaction de la constitution des 17 articles, puisque, comme je vous l'ai dit, elle n'est que très peu bouddhique, alors que tout le monde a voulu absolument en faire un texte bouddhique. Donc, nous avons, c'est ce qu'il fallait dire comme préliminaire de cette centurie de Jien, pour mieux la situer, n'est-ce pas? Et en plus de cela, nous avons la chance, dans cette centurie, de l'avoir bien encadrée, car elle est pourvue d'une préface et d'une postface de son auteur. La première dans le style chinois macaronique, n'est-ce pas, typique de Jien, la seconde en japonais. Et l'une comme l'autre nous apporte des éléments très précieux pour comprendre ce texte, mais qui en même temps nous fera multiplier les questions. Très rapidement, je vous fais remarquer que, vous voyez, la dernière ligne de ce texte, Kongo Bushi Jien, il arrive que souvent Jien signe ses centuries de ce terme de Kongo Bushi, littéralement enfant du Bouddha, fils du Bouddha, selon la lignée du Kongo Kai Mandala, n'est-ce pas? C'est un terme, c'est un nom d'initiation, un nom d'initié
c'est quelqu'un qui a reçu le kanjo, n'est-ce pas, l'initiation ésotérique, et très souvent, JN l'utilise pour signer ses centuries, ce qui montre qu'il ne le fait pas seulement comme poète, mais c'est bien pour lui quelque chose de profondément bouddhique. Alors, voyons d'abord la préface. Je ne vais pas vous la lire parce que le temps passe. Elle est, comme je vous dis, c'est du latin macaronique. Je vais simplement vous lire ma traduction et retenir quelques-unes des choses importantes. Alors, le chemin vers la capitale, Karaku, excusez-moi, c'était Raku de Rakuyo, n'est-ce pas? Il y a une faute donc la capitale fleurie, le Luoyang fleuri, qui est l'une des appellations poétiques de Kyoto. Le chemin vers la capitale étant fort long, de retour de Naniwa donc, alors qu'il ne m'était pas facile de les écrire au propre, et avant même que de prendre le chemin du retour, tandis que je tâchais de faire des poèmes, en raison de l'agitation, il s'est livré à des rituels de toutes sortes, n'est-ce pas? Ils paraissent fort désordonnés. Skoburu, Zatsuran ou Zoran Nitari. Mais je n'ai fait, alors c'est ça qui est important, donc il s'excuse du caractère un peu fouillis de cette centurie, mais je n'ai fait qu'établir, alors ici, n'est-ce pas, Shinzoku wo motte isoto naseri. Je n'ai fait qu'établir en parallèle authentique et vulgaire, c'est-à-dire Shintai et Zokutai. J'ai donc fait 50 poèmes relevant de la vérité authentique et 50 poèmes relevant de la vérité vulgaire pour les disposer et les présenter ainsi. Il faut donc prendre particulièrement garde à l'ordre des poèmes. Cependant, même si l'ensemble présente un aspect bien négligé, j'attire votre attention sur le mot shidoke naki, n'est-ce pas? Shidoke nashi, le 1, 2, 3. Au début de la quatrième ligne, vous voyez comment il transcrit en caractère chinois un mot japonais, tout ce qui est de plus banal encore maintenant, shidokenai. Cela fait malgré tout une forme, nantoka hitotsu no sugata ni nachatta. Quand on prend pas trop garde à la façon dont on insère les ingrédients dans une gourde, cela provoque de mauvaises exhalaisons. Donc il ne s'est pas forcé à mettre cela dans un ordre parfait. Mais ô sublime miracle, n'est-ce pas, Jimmyo, ceux qui les auront sous les yeux connaîtront mon intention. Et en les écrivant, dit-il, j'ai eu nombre de signes auspicieux. Kichizui, vous voyez ici, c'est-à-dire il y a eu des miracles, des apparitions, des choses tout à fait auspicieuses qui confirment la légitimité de son activité. Et j'en toucherai un mot, Isasaka, n'est-ce pas, dans le colophon, c'est-à-dire dans la postface. Alors, donc, ployant sous les ans, je me suis rendu au grand temple de Naniwa et ai composé 100 poèmes sur les deux vérités, des waka révélant l'authentique et le vulgaire en l'honneur de Shotoku. C'est mon interprétation personnelle qui n'est pas forcément celle des commentateurs. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que les deux derniers mots, n'est-ce pas, le Shotoku waka, peuvent aussi se comprendre en lisant le nom propre Shotoku comme une expression composée, c'est-à-dire révélant l'authentique et le vulgaire en des poèmes japonais pourvus d'une sainte vertu. Et c'est un procédé tout à fait banal dans les préfaces ou postfaces sino-japonaises. On le retrouve par exemple chez Gishin qui transforme le nom de l'ère dans laquelle il écrit en locution adverbiale. Donc, et vous voyez que Shotoku waka, ce sont les waka sur Shotoku, mais les waka pourvus d'une efficacité tout à fait sainte. Donc, il ressort clairement de cette préface que l'intention de JN qui préside à la composition de cette centurie
est de faire 50 couples de poèmes dont l'un relèverait de la vérité authentique ou suprême, Shintai, l'autre de la vérité vulgaire, phénoménale ou d'enveloppement, n'est-ce pas, qu'on appelle Zokutai. Nous avons souvent répété dès le début de nos cours que l'une des idées explicites de Jien, conception aussi implicite chez la plupart des moines poètes, est que non seulement les Shakyoka, mais aussi tous les waka se lisent selon les deux vérités. C'est-à-dire dans chaque waka, il y a les deux dimensions. Ce serait bien évidemment méconnaître en profondeur la personnalité de Jien, grand prélat et scoliaste du Tendai, que de se représenter ces couples parallèles, authentiques, vulgaires, comme antagonistes. Nous l'avons répété à plusieurs reprises, le Tendai, comme le bouddhisme japonais en général, ne supporte guère la polarisation des opposés. Son objectif, dans la méditation comme dans la dialectique, est de parvenir à l'harmonisation des contraires, ce qu'on appelle etsu, n'est-ce pas, ou eshaku. Vous voyez que eshaku, ce n'est pas le sens actuel de salutation, de compliment, de politesse. En réalité, c'est la mise en harmonie des contraires. Et la dérive de sens entre harmonisation et salutation vient du fait, on peut la résumer en pensant que les salutations, les compliments servent à diluer les confrontations. Le premier compendium doctrinal du Tendai, fait au Japon, le Tendai Hokkei Shugishu de Gishin, comporte tout un chapitre sur les deux vérités, Gishin étant le disciple de Saicho. Et dans ce chapitre de Gishin, on voit bien que le rapport entre les deux vérités évolue en fonction des quatre doctrines dans lesquelles il se développe. Et c'est bien sûr, dans la quatrième des doctrines, la doctrine parfaite, Engyo, N, n'est-ce pas, qui importe pour nous dans la mesure où c'est de ce point de vue que Jien doit se placer. Or, il est bien dit, et ce sont les deux citations que je vous donne ici, que dans la doctrine parfaite, vérité authentique et vérité vulgaire sont sans différence et en rapport mutuel. Et que, d'autre part, l'enseignement du lotus n'a que les deux seules vérités de la doctrine parfaite. Il est entièrement subtil et sans éléments grossiers. Et il est dépourvu, n'est-ce pas, Rokuhoben Nashi, des 6 sortes d'expédients qui caractérisent les doctrines précédentes. Cela nous concerne aussi. On ne saurait imaginer que Jien n'ait pas ces textes présents à l'esprit. De plus, et j'espère que nous aurons le temps de revenir sur cette question dans un tout prochain cours, Jien a affirmé à plusieurs reprises que la composition de poèmes japonais, bouddhiques ou non, est un exercice de méditation, allant jusqu'à utiliser l'expression que je vous donne ici, pénétrer dans la contemplation de l'identité des deux vérités. Je vous en avais déjà parlé, n'est-ce pas? Nitai ichidyo no kan ni iru. C'est ce que fait c'est à ça que sert la poésie chez Jien. Donc on ne peut imaginer chez lui une rupture ontologique entre ces deux dimensions. Mais ici, ce qui est caractéristique, c'est que ce n'est pas le même poème qui a deux dimensions, Shintai, Zokutai, vérité authentique, vérité vulgaire, c'est qu'il sépare clairement les deux vérités. Et nous verrons à quoi ça sert. Cependant, on ne peut ignorer non plus que, toujours selon ce même texte de Gishin, la vérité vulgaire est la dimension où se déploient les expédients salvifiques. Et s'il m'est permis de sauter directement à la conclusion, c'est aussi le domaine de l'histoire, dans la mesure où celle-ci relève du vestigiel, c'est pas du suijaku, du domaine des dieux du Japon et de leurs descendants impériaux. Les 6 sortes d'expédients dont parle Gishin sont tous ceux qui se développent hors de la pure doctrine parfaite. Donc, en lecteur docile, nous commencerons tout d'abord par prendre connaissance de cette centurie afin d'apprécier la façon dont le moine poète juxtapose les deux vérités et ce qu'il évoque à travers elles. Alors, je voudrais simplement signaler ici que cette centurie de Naniwa, non seulement a fait l'objet de la publication dans le Shugyokushu de M. Ishikawa Hajime et de M. Yamamoto Hajime, n'est-ce pas, en 2 volumes, mais il a aussi été l'objet de tout un livre avec une série de commentaires très précieux, dont je vous donne ici les références, n'est-ce pas. C'est Jien Naniwa Hyakushu Zenshaku, publié dans la collection Kazama Shobo, autour d'une petite équipe
qui s'est consacré pendant quelques années à l'étude de cette centurie, réuni autour de plusieurs personnes, en particulier du professeur Yamamoto Akihiro, et toute une pléiade de collègues et d'amis que je salue en passant. Donc nous allons voir d'abord le premier poème qui va nous mettre dans le ton de cette centurie. Je ne le lis pas et vous voyez que ce n'est pas un poème qui mérite d'être lu parce qu'en tant que waka, il est absolument horrible. Donc hommage, refuge, salut à Kannon, Avalokiteshvara, sauveur du monde, Guzé. Un tel signe d'alliance, jamais plus, à mon sens, ne se produira. Nous avons vu que Jien a répété au livre 3 du Gukansho une opinion fort répandue à son époque, selon laquelle le prince Shotoku était un corps de transformation, un keshin, ou au moins un avatar de ce bodhisattva, Avalokiteshvara, d'après un épisode qui est contenu aussi dans ses biographies semi-légendaires. C'est donc en tant que bodhisattva qu'il salue le prince dans ce poème, qui constitue une sorte de préface au recueil. Ce poème doit être considéré un peu en dehors de la centurie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle souvent un joka, jonouta, un poème préface. Mais Jien ne vient pas en tant que simple pèlerin au Shiten-no-ji, comme je vous l'ai dit. Il y vient en tant qu'intendant monastique et en tant qu'administrateur. Et il faut dire aussi que, ainsi que nous le verrons peut-être, sa visite est motivée par un autre événement tout à fait précis, la naissance du prince Kanenari Shinno, donc, qui était juste avant, vous voyez, c'était deux mois avant le pèlerinage de Jien, qui était le premier fils de l'empereur Juntoku. On sait que alors je vous donne ici quelques signes historiques. Vous voyez que le pauvre Kanenari était à peine âgé de 3 ans lorsqu'il a régné 2 mois pendant les troubles de Jokyu, n'est-ce pas? Et puis il a été bien sûr victime de l'envoi en exil de son père. Alors, est-ce que Jien entend par le mot de Tshigiri, n'est-ce pas, ce que j'ai traduit par un signe d'alliance ici, le Tshigiri, est-ce la naissance de ce futur empereur qu'il salue? Vous voyez qu'il y a une motivation politique qui est derrière, mais ce poème exprime donc la révérence et la gratitude, et qui salue en même temps le prince comme une entité bouddhique et non pas comme un simple personnage impérial. Ce poème dédié au prince Shotoku commence par une salutation à Avalokiteshvara, c'est-à-dire le Honji, en quelque sorte, la base foncière de Shotoku. Et c'est pour ça qu'il lui adresse des mots Namu, Kimyo, qui sont des salutations réservées au Bouddha. Alors évidemment, il n'est pas la peine de souligner la médiocrité délibérée du poème, mais qui emploie sans scrupule une avalanche de termes sino-japonais qui remplit les 3 premiers vers. Mais évidemment, ça vous rappelle tous quelque chose, c'est modelé tout à fait sur le fameux poème de Saicho, n'est-ce pas? Anokutara Samyaku Sambodai no Hotoketachi, c'est-à-dire que les 3 premiers vers sont entièrement occupés par une litanie bouddhique. Et ce sont les 2 derniers vers, c'est-à-dire les Shimonoku, qui sont japonais. Donc il y a un démarquage du célèbre poème le Wagatatsu Soma, qui est cité un nombre considérable de fois, enfin cité de façon tronquée par Jien. Alors évidemment, Guze Kannon, Yo Osuku Kannon, Kanzeon, n'est-ce pas? Yo Osuku, Yo no Naka Osuku, et n'oubliez pas, sauveur du monde, évidemment, sauveur du monde, nous avons tendance à le comprendre dans une optique chrétienne, mais Yo no Naka au Japon veut dire aussi le monde politique, le monde de la cour, le monde impérial. Et le monde, donc c'est ce Yo no Naka qu'un nom pris ici dans une forte connotation poétique. Alors, nous allons tout de suite voir comment le deuxième poème se place dans le domaine de la vérité vulgaire.
avec un jeu de mots qui n'est d'ailleurs lui-même pas très raffiné, si je puis exprimer un sentiment personnel, mais il est tout à fait... Vous allez voir pourquoi mon long préambule était important. Donc, voici ce Tera Nikite, n'est-ce pas? Nori no hada o atomade harau Tera Nikite. Arrivé au temple d'où fut balayé l'ennemi de la loi, Nori no hada. Puissions-nous ne plus voir d'abri contre la pluie? Ameni moriya o minuyoshi mogana. Alors évidemment, vous voyez tous le jeu de mots, n'est-ce pas? Avec moriya, qui veut dire un abri précaire contre la pluie, laissant entendre... Alors, nous ne voulons plus voir d'abri précaire contre la pluie au temple du Shiten-no-ji, c'est-à-dire nous ne voulons plus le voir en ruine, n'est-ce pas? Et que puisse le Shiten-no-ji prospérer de façon éternelle. Mais vous voyez que c'est un vœu qui est quand même pressant. On voudrait ne plus voir ça. Mais en même temps, Moriya, c'est bien sûr Mononobe no Moriya, l'archi-ennemi de Shotoku Taishi, qui avait voulu détruire la loi bouddhique, Nori no Hada. Donc, Jien ne voudrait plus jamais voir le temple réduit à l'état de ruine par un retour des ennemis du bouddhisme. Et je peux ajouter aussi quelque chose que les commentateurs ne semblent pas avoir pris en considération. Ame, ici, bien sûr, c'est la pluie ou le ciel, mais on peut penser que Ame no shita ni, n'est-ce pas, c'est-à-dire Tenka dans l'Empire, ce qui fait encore écho au Guzé de tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait, à la fois par son ancrage dans l'histoire et la politique, et aussi la contemplation de ce qu'il a sous les yeux, ce poème est tout à fait situé dans le domaine de la vérité vulgaire ainsi qu'on le comprend. Alors que le poème suivant, lui, va être placé sous le signe de la vérité suprême du Shintai. Vous voyez, les parallèles ne sont pas rigoureux. On verra, enfin, nous ne verrons bien sûr pas tous les poèmes de cette centurie, mais nous verrons que parfois l'alternance n'est pas si évidente que cela. Mais ici, il n'y a pas de difficulté, n'est-ce pas? La voie alors je traduis presque littéralement, n'est-ce pas? La voie de confiance en le Seigneur qui nous accueillera dans la direction de l'Ouest. Nishi et Tote, c'est une sorte de désidératif ici. C'est l'auguste porte du temple de Naniwa. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, n'est-ce pas? Là aussi, bien qu'il relève de la vérité suprême, on ne peut dire qu'il s'agisse d'un poème sublime, mais c'est malgré tout, il est typique d'un bon nombre de pièces très religieuses de Jien, qui sont marquées, ces poèmes, par une foi profonde et presque naïve, qui contraste avec ses œuvres plus élaborées, où se confondent la complexité doctrinale et la maîtrise stylistique. Ici, rien de tout ça, n'est-ce pas? Il faut sans doute y voir une marque du caractère rapide de la rédaction dont nous parlions au début. Mais le sens est parfaitement clair. La porte ouest du Shiten-no-ji, par-delà la mer, donne sur la porte est de la terre pure d'Amida. C'est sans doute ce Bouddha qui est ici désigné par Kimi, soit Mukaedo Kimi. Bien que l'on puisse hésiter avec le commentateur pour savoir à qui ce terme se rapporte, soit Amida, soit le prince Shotoku, soit même Kannon, qui est après tout le premier invoqué de la centurie. Nous pouvons ajouter aussi, à titre d'hypothèse, que l'auguste porte, Mikado, pourrait aussi bien faire allusion au prince, qui ne fut certes pas, le prince Shotoku, qui ne fut pas empereur, mais dont le prestige posthume le mettait entièrement au niveau impérial. Les commentateurs ne semblent pas avoir envisagé cette possibilité qui me semble pourtant intéressante, bien que, évidemment, Mikado au sens impérial impliquerait le monde phénoménal, donc le Zokutai. C'est ce qui a sans doute empêché les commentateurs de prendre ce sens en compte, mais comme je vous l'ai dit, pour Jien, la distinction entre les deux vérités ne peut pas être absolue. Le poème suivant nous plonge dans une ambiance presque arthurienne, n'est-ce pas, dans le roman du roi Arthur de la fin du Moyen-Âge anglais cette fois. Voici ce qu'il dit.
Dans la lumière demeurant au sommet de la pagode, quelle joie de voir, sous-entendu, de voir la trace du faucon qui pour nous descendit des nuages. Hashitaka est un autre mot pour taka, enfin, c'est une variété de faucon utilisée pour la chasse. Ce poème fait bien sûr allusion à un épisode légendaire du conflit entre le prince Shotoku et Mononobe no Moriya, au cours duquel ce dernier s'était transformé en faucon afin de chasser Moriya, qui, lui, transformé en une sorte de pivert, le Teratsuki, n'est-ce pas, Teratsuki, celui qui picore le temple, entreprenait de détruire peu à peu le Horyuji et le Shitennoji. Le prince faucon élut résidence au sommet de la pagode du temple pour le protéger. Voici l'une de ces illustrations où l'on voit Mononobe no Moriya se transformer en Teratsuki. Bien évidemment, le terme de hato, la trace, ne peut qu'évoquer le dogme familier du Honji Suijaku, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout à l'heure aussi, nous avons, n'est-ce pas, nous avions eu aussi le hato, harau, effacer les traces. Ici, et en plus du mot hato, nous avons le mot hikari. Et comme je vous l'ai dit très souvent, Honji Suijaku, l'expression Honji Suijaku est toujours souvent accompagnée de Wako Dojin, Hikari o Yawaragete, n'est-ce pas, Dojin, c'est le Chirini Dosu, adoucir sa lumière pour s'assimiler à la poussière. Donc nous sommes bien ici dans la présence du transcendant au sein du phénoménal, et ce poème relève en conséquence du Zokutai. Relevons qu'il commence malheureusement par un mot sino-japonais, To, la pagode, n'est-ce pas, la pagode du Shitennoji qui est reconstituée, que l'on peut voir actuellement. C'est une maladresse, mais dans cette série de poèmes, nous allons voir que J.N. tient très peu compte de la pureté poétique. Alors, le poème suivant est très délicat d'interprétation et je regrette qu'on ait si peu de temps à passer dessus. Mais voici ce que je peux, nous pouvons en dire. Alors, voici d'abord ma traduction, n'est-ce pas? Que notre grand saint, Waga Hijiri, c'est-à-dire c'est Shotokutashi, soit venu en ce monde, Kaizo Naki, n'a en rien servi. Nashito omouzo makoto ni wa aru. Mais le pensée inexistant est sa réalité même. C'est en raison de la seconde partie de ce poème, oui, qu'il peut être placé résolument dans la série des Shintai, de la vérité authentique. Alors que la première partie, Kaminoku, n'est-ce pas, nous plonge non seulement dans le monde phénoménal, mais dans l'âge de la fin de la loi. Il convient en effet de comprendre les trois premiers vers à la lumière de l'inquiétude de J.N. que nous avons découverte dans son long poème, vous vous souvenez des 105 vers qui précède celui-ci d'une vingtaine d'années, où il décrivait l'état de déchéance du Tendai dans l'âge du Mappo. N'oublions pas cette idée, n'est-ce pas, de la fin de la loi, Mappo, Sue no Nori, Sue no Yo, Masse. Le prince Shotoku, ne l'oublions pas, est réincarnation de Hoesu, deuxième patriarche de l'école. Mais, donc c'est l'école qui est aussi représentée, l'école Tendai qui est représentée par Shotoku. Mais la seconde partie inverse la proposition. L'inexistence même, supposée par les gens du monde, du prince Bodhisattva, est preuve de sa réalité. Nous savons que Makoto, chez J.N., est souvent à prendre au sens fort de Minori, c'est-à-dire Jisso, n'est-ce pas, Minori no So, l'aspect réel, la réalité. Et vous connaissez bien ce poème que je vous ai cité je ne sais combien de fois de J.N. et nous sommes vraiment en plein dans le sujet. Tsunokuni no Naniwa no Kotomo Makoto Towa. Et je vous ai déjà dit, ce Kaminoku, ces trois premiers vers, traduisent en réalité Shoho Jisso, la citation du Sutra du Lotus, Shoho Jisso, toutes les entités sont réelles, l'aspect réel des entités. Eh bien, nous avons ici le même Makoto, n'est-ce pas? Donc, pour un moine rompu à la lecture du lotus comme J.N., ce Nashito Omouzo,
le fait de le penser comme inexistant, penser qu'il n'existe pas, ne peut que faire penser à la disparition factice du Bouddha en nirvana, n'est-ce pas? Vous savez bien que dans le Sutra du Lotus, le Bouddha révèle à ses auditeurs qu'il n'est jamais entré en nirvana, qu'il n'a fait que montrer un semblant, il n'a fait qu'une semblance d'entrer dans le nirvana, alors que tout le monde pense qu'il est au-delà de ce monde, qu'il n'est plus là. Il est en réalité perpétuellement existant sur le mont des Aigles, à prêcher le lotus. Donc, ce poème est en réalité une brillante illustration du dogme des deux vérités selon la doctrine parfaite, telle que l'a définie la citation du compendium que je vous ai donnée tout à l'heure. Dans la doctrine parfaite, il n'y a pas de différence entre la vérité vulgaire et la vérité sublime, n'est-ce pas? Le poème suivant, qui sera le dernier, je vous rassure, est subtilement relié au précédent, mais il est d'une interprétation encore bien plus délicate, quoique justement ce que je viens de vous dire va nous aider à considérer ce dernier vers. Pensons-y bien, homobeshi. C'est une formule que J.N. affectionne dans ses poèmes, n'est-ce pas, dans ses poèmes bouddhiques. Les traces du poulain parcourant le ciel ou le vide sont descendues jusqu'à nos jours, pour ceux qui vivent en la fin, ou bien pour celui qui demeure jusqu'à la fin. L'emploi des termes ato et taru, n'est-ce pas, tareru, tout le monde peut à présent le remarquer, développe la locution suijaku. Ato taru, c'est suijaku, faire descendre des traces. Ce qui situe bien sûr le poème dans la vérité vulgaire, de même que le terme sue, qui est à prendre ici au sens chronologique, donc de mappo ou de massé, comme nous venons de le voir. Ici encore, nous avons une allusion à un épisode des biographies légendaires de Shotoku. Le prince Umayado, qui, entre parenthèses, veut dire la porte de l'écurie, n'est-ce pas, Umayado, avait reçu en cadeau un poulain noir, Kurokuma, de la province de Kai, qui correspond à peu près au Yamanashi-ken actuel. Et l'enfourchant, il survola le mont Fuji. Il faut probablement voir ici encore un rapprochement avec le Sutra du Lotus et la montée du Bouddha dans le ciel, n'est-ce pas, qui est, vous savez, lorsque le Bouddha monte dans le ciel pour rejoindre Taho Nyorai dans la pagode suspendue dans le ciel, mais remis dans la dimension japonaise qui est le mont Fuji. Donc, vous avez vraiment ici le Ato Otaru, n'est-ce pas, la transposition d'un épisode bouddhique dans les représentations topographiques japonaises. Mais en même temps, le sumushito, comme je vous l'ai dit, ça peut vouloir dire les gens qui vivent, qui séjournent dans cette période de la fin, mais sueni sumushito, c'est aussi celui qui demeure jusqu'à la fin. Ce qui renvoie au poème précédent, c'est le Bouddha qui, lui, demeure derrière tout cela perpétuellement. Donc vous voyez que nous avons ainsi un premier aperçu de la façon dont J.N. conçoit la juxtaposition des deux vérités autour d'une personnalité qui était pour lui pleinement historique et pleinement métaphysique à la fois. Nous reviendrons au prochain cours sur ce texte passionnant et je vous remercie pour aujourd'hui.